Salut, c'est JCU. Aujourd'hui, on fabrique un autre couteau de chef en damas. Aujourd'hui, le motif n'est pas aléatoire, c'est le Damas Firestorm. Le Damas Firestorm paraît complexe, mais c'est juste une variante du Damas torsadé. On tord des W écrasés plutôt que des couches droites. C'est beaucoup d'acier. Mon lingot était surtout fait de couches alternées de 1084 et 15N20. J'avais plus de 15N20, donc il y avait 14 couches de 15N20 et 11 de 1084. Pour tout réussir du premier coup, j'ai remelé les côtés du lingot pour les aplanir et préparé le manche pour la soudure. Quand j'ai commencé à souder, j'ai intuitivement pensé que je n'avais rien à faire au fer à béton pour le souder à l'acier. Mais j'ai appris de Salem Straub il y a environ 2 ans que meuler quelques coins sur ce fer à béton rendrait la soudure beaucoup plus facile. J'ai dit récemment que l'huile de trempe était le liquide le plus facile d'accès pour plonger mon lingot. Cela n'avait pas de sens pour beaucoup, mais je suis vraiment très paresseux, et par facilement accessible, je veux dire qu'elle est littéralement dans mon garage. Quand le lingot atteint la bonne température de soudure, je le porte à la presse et fais un premier passage doux. C'est pour plusieurs raisons. D'abord, je dois amener ce lingot aux matrices de mise au carré. Mes matrices sont très grandes, donc je dois laisser le lingot aussi épais que possible pour bien contracter les côtés extérieurs. La prochaine raison pour laquelle j'ai fait des pressions très douces lors de la première chauffe est en fait normalement la raison la plus importante. Et cette raison, c'est que je ne voulais pas déchirer mon lingot. Préparer le lingot pour la soudure demande beaucoup de travail, et je ne voulais pas tout recommencer pour celui-ci. Brosser la calamine sert certes au spectacle, mais m'en dit surtout sur la soudure du lingot. Si je remarque un fort contraste entre deux couches d'acier, c'est qu'elles ne sont sûrement pas soudées ensemble. Des soudures à la forge parfaite lient ces couches, qui agissent alors comme un seul acier. J'ai tourné cette vidéo en décembre, donc les températures étaient idéales. Je n'ai pas du tout transpiré jusqu'à présent, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas transpirer plus tard dans la vidéo. Ce n'est peut-être pas évident à voir ici, mais ma matrice supérieure et ma matrice inférieure ne sont pas parfaitement parallèles. Il y a un écart de 0,01 degré ou quelque chose comme ça, mais malgré tout, ça veut dire que je dois m'assurer de retourner mon lopin à chaque fois que je fais un nouveau passage. Ainsi, toute courbure de mon lopin se corrigera d'elle-même. Si vous connaissez les presses hydrauliques de forge, vous savez que certaines ont un contrôleur de presse numérique. Cela transforme la presse en robot. Vous indiquez une épaisseur, elle forge la pièce à cette mesure. J'ai en fait pensé à en acheter un et à l'installer sur ma presse, mais je ne sais pas si c'est considéré comme de la triche, alors dites-le moi dans les commentaires si vous pensez que ça l'est, et si vous pensez que ça ne l'est pas, dites-moi aussi pourquoi. Le plan est d'étirer le lingot puis de le couper en 7 ou 8 morceaux. Je souhaite que cette pièce ait un maximum de W écrasé. Je cherche ici à obtenir un lingot bien droit avec des côtés parallèles. Je ne veux pas que les dimensions à l'avant soient légèrement différentes de celles à l'arrière. Si vous arrivez à cette partie de la vidéo, bienvenue. J'espère que vous avez apprécié me voir avoir froid. Je n'ai pas senti mes mains pendant une demi-heure. Revenons à la tâche. Après avoir coupé les extrémités sales du lingot, j'ai tracé des lignes et je vais le découper en 7 morceaux. C'est la seule fois où je n'ai pas utilisé mon pied à coulisse, préférant le mètre ruban. Mes morceaux n'ont donc pas exactement la même longueur, mais la différence sera invisible sur la pièce. Cette méthode d'accordéon pour plier les morceaux assure un motif uniforme sur tout le lingot. Une fois les morceaux découpés, il fallait les marquer et les passer à la meuleuse pour nettoyer les côtés. Je ne vais pas vraiment les graver pour les tester, donc le seul but est qu'ils s'adaptent un peu mieux à cet accessoire de rectification de surface. Avant mon accessoire de rectification, je plaçais le lopin dans l'étau et utilisais une meuleuse pour retirer la calamine. Avec l'accessoire de rectification de surface, j'ignore la calamine et j'y vais à fond.
Les pièces sortent de la rectifieuse très chaude, je dois donc toujours porter des gants de soudure pour les manipuler. Maintenant que toutes les pièces sont pratiquement parfaitement propres, il était temps de les ramener à l'étau et de les souder ensemble. Au lieu de faire de gros points de soudure, j'ai choisi de souder tout le long de chaque pièce. En théorie, cela devrait rendre le lopin plus robuste, mais je n'en suis pas certain. Putain, mes soudures sont vraiment bonnes. Le lopin soudé et la forge allumée, il fallait le replonger dans l'huile de trempe, puis le remettre au feu. Si vous vous demandez pourquoi la forge dégageait autant de flammes, c'est que j'avais ouvert les clapets d'air à fond. Avec les clapets complètement ouverts, le propane ne peut pas se mélanger à l'air frais avant d'atteindre la chambre de la forge. Et comme la chambre ne contient pas d'air frais, le mélange doit sortir de la forge pour pouvoir réellement brûler. Si vous suivez mon Instagram, vous savez qu'à un moment donné, dans le futur, je veux m'acheter un marteau pilon. Mon marteau de rêve serait sûrement un Hazel 2B, 3B ou même un Chambersburg. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas ma presse. Elle est très compacte et efficace, mais elle n'est tout simplement pas aussi cool qu'un marteau pilon. Le marteau pilon balance un mouton de 150 kg et chaque coup te secoue jusque dans les os. Dans 1 ou 2 ans, avec mon propre atelier, au lieu du garage de mes parents, je pourrais couler une bonne fondation et acheter un vrai marteau pilon. Concentrons-nous, forgeons ce lopin en un carré de 3,5 cm de côté. 3,5 cm, c'est vraiment épais pour une torsion, mais ça, ce sera un problème pour le mois du futur. Après avoir forgé le lopin à la bonne taille, je marque les coins pour éviter des défauts de soudure lors de la torsade et de l'aplatissement. Avant de torsader, je voulais retirer la poignée en fer à béton et un peu d'extrémités inutiles d'un côté. Il se faisait tard et je n'avais pas le temps d'attendre que le lopin refroidisse pour la scie à ruban. Alors je l'ai coupé chaud avec une meuleuse d'angle. Mais le problème se haussait avec ces disques de meuleuse d'angle, je ne pense pas qu'ils soient vraiment conçus pour supporter une température aussi élevée, donc j'ai en fait reçu des éclats de ce disque dans le visage. Ce n'était pas agréable, mais je n'avais pas d'autre choix. J'ai dit plutôt que je finirais par transpirer dans la vidéo, et c'est maintenant. Je suis plutôt costaud, capable de squat à 165 kg et de deadlift à plus de 180 kg, mais c'était pourtant l'une des choses les plus dures que j'ai faites à la forge. Mon tronc était endolori, mon épaule gauche me brûlait et l'acier ne bougeait pas du tout. Pour certaines de ces torsions, je mettais tout mon poids corporel sur cette clé. Et bon, je ne pèse pas tant que ça, je fais environ 70 kg, mais quand même, 70 kg à environ 30 cm du point de rotation, ça fait beaucoup de couple, et pourtant, ça ne bougeait pas tant que ça. Le problème avec le Firestorm Damas, c'est que sans assez de torsion, il paraît banal. J'essayais donc de rendre ce lopin vraiment menaçant. L'un des effets secondaires du fait que j'utilise ma clé à tordre complètement bricolée, c'est que le lopin ne se tord pas vraiment de façon carrée, donc j'ai dû l'emmener à la presse et le redresser avant de le tordre un peu plus. De nombreuses choses très satisfaisantes sont visibles dans la forge. Je pense que c'est sûrement dans le top 5. Voir la calamine tomber de ces arêtes super torsadées, c'est vraiment génial. Avec toutes mes torsades dans le lopin, il est temps de commencer à le forger légèrement carré et de me préparer à forger réellement la lame. Je prends ma vermiculite. Est-ce que c'est aussi profond que ça peut aller? Pour forger la lame, je commence par couper les 2 extrémités sales du lopin. S'il fait jour et que c'est le lendemain, c'est simplement parce que je n'ai plus de propane. Si cela n'avait dépendu que de moi, je serais resté debout jusqu'à 11 heures pour forger la lame, mais pas cette fois.
La chaleur produite en écrasant l'avant de la barre l'a altérée. Je commence donc par utiliser une meuleuse d'angle pour retirer les arêtes latérales du lingot. Le lingot a tellement accentué les arêtes de torsion que je voulais les supprimer totalement, sinon elles resteraient dans la lame finale. La toute première chose que je fais lorsque je forge mes couteaux de chef, c'est d'isoler exactement la quantité de matière que je veux utiliser pour la lame. Vous verrez ici que je me trompe en ne gardant pas assez de matière, donc je retourne à la presse et j'ajoute environ 1,5 cm. J'ai filmé cette vidéo juste après la première du couperet, donc je pense qu'une partie de mon cerveau est en pause et a oublié comment forger. L'un des critères essentiels d'un bon couteau de chef intégral, selon moi, est un talon très large, d'au moins 5,5 cm. Pour commencer à donner un peu plus de largeur à ce talon, j'installe les matrices plates combinées et je fais un étirage agressif directement sur le talon. Il est crucial ici de ne pas trop appuyer, car l'agressivité de ces matrices pourrait littéralement couper la pièce en deux. Ah oui, voilà. D'une façon ou d'une autre, il faut que je le coupe sans perdre 3 heures de mon temps. Oh, c'est effrayant. Pourquoi est-ce si difficile dans un travail dur et bon sang? Je suis stupéfait. Je suis stupéfait. Voilà. Oh, waouh! Je pense que cet effort mérite au moins un dixième de like. Prends un générateur aléatoire, et si tu obtiens 7, aime la vidéo. Mais revenons à la tâche principale. Après avoir découpé tout ce matériau en excès, il était temps d'isoler le matériau que je voulais utiliser pour ma soie. Cette combinaison de filières résout deux problèmes. Elle m'aide à ajuster mon renfort près du talon de la lame et à redresser ma colonne. La soie désormais presque entièrement forgée à la forme, il était temps d'entamer le long biseautage, d'étirer le talon et d'ajuster le profil jusqu'à combler ce moule dans mon esprit. Le profil de la lame que j'imagine est entre un long santoku et un gyuto à pointe K. Vous êtes probablement en train de regarder ces pinces et de vous demander pourquoi elles fument autant. Et en fait, c'est parce que je les utilise souvent pour tremper mes lames, et bien souvent, je ne retire pas l'huile des pinces avant de les réutiliser pour la forge. Pour résoudre ce problème, j'ai mis les pinces dans la forge, brûlé l'huile, puis trempé dans l'eau. Sous cet angle, vous pouvez vraiment commencer à voir le motif de tempête de feu dans la lame. C'est un peu plus difficile à voir sous cet angle, mais quand elle est sur le côté et à une température plus basse, on commence à voir ces superbes torsades. J'aime croire que mes compétences au marteau sont supérieures à la moyenne d'un forgeron, mais pour cette fabrication, j'étais sans doute dans le 20e percentile. Je ne comprenais pas vraiment la situation. J'ai eu du mal à obtenir ce que je voulais, donc le forgeage de la lame a pris plus de temps que prévu. Quand la lame était presque forgée, j'ai déplacé le four et commencé à le préchauffer tôt. Je voulais passer de la forge au four pour débuter la normalisation.
L'aspect clé du Damas Firestorm, c'était de garder la lame épaisse après la forge, puis de l'affiner à la meule pour un motif plus intéressant. Une fois la longueur minimale de 21,5 cm atteinte, il suffisait de redresser la lame et d'ajuster le profil, et c'était fini. Maintenant, on attend. Ça chauffe. J'ai normalisé cette lame 3 fois. D'abord à 900 degrés Celsius, puis à 815 degrés Celsius, et enfin à 730 degrés Celsius. Une fois la lame normalisée, il était temps de lui donner des meulages vraiment grossiers. Il est crucial lors des meulages grossiers d'éliminer toute fissure froide risquant de déchirer la lame à la trempe. C'est aussi le bon moment pour façonner le profil final de la lame. J'ai forgé le profil à environ 95%, mais on ne peut pas aller plus loin avec un marteau à main. La meuleuse me donne un contrôle total à 100% sur le profil exact. Ce que je fais ici, c'est simplement arrondir les coins sur le tranchant et la colonne. Cela évitera qu'ils deviennent des points de concentration de contrainte lors de la trempe. J'effectue toujours certaines étapes après chaque trempe. La première vérifie si elle est droite ou doit être redressée. La seconde la teste à la lime pour vérifier sa dureté. Après avoir fait ces deux choses, je la mets dans un petit four grille-pain et je fais ce qu'on appelle un revenu éclair. Je ferai le revenu éclair dans le four de potier, mais il faut 2 heures pour que le four refroidisse après la trempe. Oh oui, regarde ces couleurs de revenu. Cette couleur dorée, ça veut dire de bonnes choses. J'ai revenu la lame à 350 degrés Fahrenheit pendant 2 heures, deux fois. La lame est à environ 62 à 63 Rockwell. L'une des méthodes approximatives pour déterminer si votre lame est dure ou non consiste à voir si les étincelles qui sortent de la meuleuse explosent en mini-feux d'artifice. Actuellement, elle est aussi lourde que le couperet. En fait, j'en suis arrivé à un point sur ma chaîne où j'ai tellement de vidéos que les voix off que je fais sur les nouvelles vidéos pourraient techniquement être des répétitions de celles que j'ai faites sur mes anciennes vidéos. C'est un problème. Si vous souhaitez que j'aborde un sujet dans mes prochaines vidéos, dites-le moi en commentaire. C'est à quel point c'est élevé de ce côté-là. À quel point c'est élevé de ce côté-ci. Ah, c'est beaucoup plus bas. Donc on va mettre l'autre côté à la même hauteur que celui-ci. Ce que je fais ici manque de précision car je n'ai pas encore de bloc étalonné. Ici, je cherche juste une estimation générale pour rendre mon renfort symétrique. Je n'ai pas besoin d'une précision extrême, seulement qu'elle suffise à utiliser d'autres surfaces comme référence depuis le renfort. Si vous regardez de très près la taille du renfort, vous verrez qu'il y a en fait beaucoup de creux profonds à cause de la torsion précédente. Et normalement, ben, ça aurait de l'importance parce que je ferais un manche à facettes. Mais cette fois, je fais en fait un manche complètement rond, donc ça n'aura pas d'importance. Je voulais lancer une ceinture depuis mes débuts en coutellerie, et c'est le moment idéal car celle-ci était vraiment usée. J'aime imaginer une durabilité aux bandes abrasives que j'utilise. Avec des bandes neuves à 100 de durabilité, la coupe ralentit à mesure que la durabilité baisse. Une fois qu'elles atteignent environ 30 à 40%, je les mets dans ma catégorie de bandes de réserve et je les utilise pour des tâches de meulage plus agressives où je n'ai pas vraiment à m'inquiéter que la bande reste affûtée. Vous remarquerez que je ne façonne jamais les profils de mes couteaux avec un accessoire à petits trous.
J'ai constaté que le côté du plateau me donne largement assez de contrôle pour façonner le profil exactement comme je le souhaite. C'est vers cette étape du meulage que j'ai commencé à perdre la tête. Après avoir enlevé environ 75% du matériau de la lame, j'ai remplacé la bande grain 36 par une grain 50. La bande grain 50 m'offre plus de contrôle. Et c'est beaucoup plus fluide quand il s'agit du meulage proprement dit. Je dois imaginer combien de gardes je veux vraiment. Pour mes couteaux à garde intégrale, je laisse généralement la garde longue. Comme ce manche sera entièrement arrondi, je voulais la laisser plus courte. Regarde comme mes mains sont abîmées par l'eau. Avec une fraiseuse, cette étape serait 20 fois plus rapide et 10 fois moins douloureuse. N'ayant pas de fraiseuse, je dois utiliser les côtés de la platine pour tailler cet angle de 90 degrés du mieux possible. Je dois utiliser plusieurs grains car chaque grain a un rayon différent sur les côtés de la bande. Un grain 36 enlève beaucoup de matière, mais pour les coins serrés comme ici, il vaut mieux utiliser au moins un grain 120. Quand la transition entre la garde et la soie est quasiment terminée, il est temps de revenir sur les plats de la lame et de l'amener à son épaisseur finale. Si vous regardez de très près, il y a quelques taches sombres là où j'ai dû forger la lame vraiment fine. Ces taches sombres auraient beaucoup plus d'importance si je laissais la lame avec une finition satinée, mais comme cette lame est forgée en damas et que je vais la graver dans du perchlorure de fer puis la polir, ça n'aura vraiment aucune importance. Imaginez si j'avais une entretoise en fibre de carbone gainée de laiton. Ce serait génial. Oh, laiton, hein, fibre de carbone, laiton ébène. Mais maintenant, la question est, laiton ou bronze? Le laiton est plus brillant, mais le bronze est... J'ai utilisé beaucoup de bronze, je vais prendre du laiton. Que faire? J'ai appris à mes dépens qu'il ne faut pas couper la fibre de carbone avec une scie à ruban. J'ai tenté de la couper avec ma scie à ruban, mais j'ai ruiné la lame et n'ai même plus pu couper une planche de 2 par 4 ensuite. Les pièces en laiton que j'utiliserai viennent des restes de fabrication du katana. Elles étaient initialement prévues pour le fushi et le kashira. Mais comme je l'explique dans mon long commentaire, j'ai manqué de temps et refusé de créer un fushi et un kashira médiocres. Si vous avez déjà regardé Forged in Fire, vous savez que chaque forgeron de l'émission a utilisé une scie portative à un moment donné, que ce soit pendant l'émission ou chez lui. Je l'ai utilisée seulement pendant l'émission, mais je dois en acheter une pour mon atelier. Je ne veux plus transformer ma scie à ruban pour métal en scie à ruban sur pied. Travailler le laiton fin est agaçant car une mauvaise coupe qui le plie impose de gérer cette courbure tout au long du travail. Je ne l'ai pas filmé, mais j'ai recoupé ces pièces à la meuleuse d'angle, car la scie à ruban était trop lente et pliait les pièces. Pour estimer la quantité d'ébène à couper, j'ai fait un croquis sommaire et pris les mesures. J'aurais voulu savoir l'espèce exacte d'ébène, mais en la récupérant chez le fournisseur, j'ai oublié ce qu'il m'avait dit. Menuisier, si vous reconnaissez cette espèce d'ébène, indiquez-le en commentaire. Je sais que je donne peu d'indices, mais c'est ce qui rend cela plus amusant. Pour me préparer à percer les trous dans toutes les entretoises et dans le bloc de la poignée lui-même, je dois d'abord déterminer les dimensions de la soie. À un moment donné, je pense qu'il faudra que je standardise les dimensions de ma soie pour pouvoir percer exactement la même fente à chaque fois. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui, donc je vais continuer à utiliser la méthode moins efficace.
Après mûre réflexion, je n'utilise ni fibre de carbone ni la deuxième entretoise. Je trouve que c'est trop. La fibre de carbone gainée de laiton semblait une bonne idée, mais en comparant les pièces, j'ai trouvé cela trop chargé. Il y avait tout simplement trop de choses dans le manche. Si tu as déjà vu cette vidéo de Dude Perfect où ils font des peintures des pendulaires, où ils font couler de la peinture partout, et Tyler met beaucoup trop de peinture sur la sienne, et il la détruit complètement. Je ne voulais pas que ça m'arrive. Désolé, Tyler. Il y a aussi une autre raison pour laquelle je refusais la fibre de carbone dans le manche. Elle est très dangereuse à manipuler. Quand tu la ponces, il faut presque une combinaison complète. Sur la peau, ça irrite, et dans les poumons, ça reste. Si tu ne le savais pas, j'ai en fait de l'asthme. Et comme j'ai de l'asthme, je dois être un peu plus prudent que la moyenne avec les choses qui peuvent rester coincées dans mes poumons. C'est une autre raison pour laquelle je veux installer un bon système de collecte de poussière dans mon futur atelier. Ce tableau n'a rien entre 6 seizièmes et un quart, donc ce que je suppose, je peux percer à la vitesse souhaitée sans problème. J'ai clairement dit ça avec une intention 100% non sarcastique. Vous savez que Will Stelter est le gars de l'étau. Je suis l'anti-gars de l'étau. Je l'ai depuis mes débuts en forge et l'ai utilisé comme première enclume. Je croyais ne pas avoir besoin d'enclume au début, alors mon père et moi avons acheté chez Home Depot un objet similaire. Depuis, de l'époxy à coller sur la glissière, des cordons de soudure sur la face, et il y a environ 1 centimètre de jeu sur la broche. Honnêtement, c'est assez proche de l'endroit où... C'est assez proche de l'endroit où je pense que c'est la rectification sur la soie qui pose problème et non le... Peu importe comment ça s'appelle, à ce stade, je n'ai pas vraiment de processus étape par étape que je suis toujours. Je passe un peu d'un outil à l'autre. Parmi 4 ou 5 outils. La ponceuse à bande, un guide de lime, une lime, cette cheville en bois que j'utilise pour enfoncer l'entretoise afin de mieux voir certaines marques et un morceau de papier de verre sur la plaque de granit. Je pense que c'est un ajustement parfait. L'entretoise bien ajustée derrière le garde, je suis revenu au bloc de manche en ébène. J'ai repris la technique des pièces à soie des oies cachées, exerçant une pression latérale sur le forêt pour réunir les 3 trous en une large fente. C'est l'étape que j'aimerais voir un peu plus élégante et un peu plus précise, mais je n'ai trouvé ni vu de méthode meilleure que celle-ci sans fraiseuse. Ils reprochent à Forged in Fire de brûler à travers les fentes des soies cachées. Je ne suis pas d'accord, mais je comprends leur point de vue. Beaucoup essaient de brûler des fentes alors qu'elles n'ont même pas la forme de la soie. Je ne fais la brûlure que quand la fente est taillée à 99%. Je ne brûle pas la fente, je l'ajuste parfaitement à la soie. Une fois que le bloc de manche était parfaitement ajusté à la soie, il était temps de commencer à préparer les pièces pour le collage. Je retourne simplement sur le bloc de granit pour tout poncer à plat. Tu te demandes probablement, Jessie, pourquoi est-ce que tu fais des encoches dans la soie comme si tu allais la coller avant même de faire le ponçage à la main. Et c'est en fait parce que je vais la coller avant de faire le moindre ponçage à la main. Pour obtenir la forme arrondie du manche, il faut que l'avant de la garde s'adapte parfaitement à la lame, mais je ne connaîtrai la géométrie finale qu'après avoir façonné le manche. J'ai en fait dû modifier ma table de ponçage à la main, alias ma planche 2 par 4, parce que je n'avais pas d'encoche pour que ce manche puisse s'y insérer. Dans une vidéo, j'expliquais que mélanger l'époxy nécessitait une pression complète de chaque composant, ce qui laissait beaucoup de surplus. Quelqu'un a commenté qu'il y avait des repères qui me permettraient de faire, par exemple, une demi-pression pour l'un et une demi-pression pour l'autre, mais je n'arrive vraiment pas à trouver ces repères. Soit la personne a menti, soit je suis aveugle.
En versant l'époxy dans le bloc de la poignée, il faut le faire sur le côté du trou, pas au centre, pour éviter les poches d'air. Pour cette construction, je ponçais après collage, donc l'époxy restant dehors importait peu. Mais par habitude, je nettoie quand même. C'est rond, tout ça. Je trouve qu'il y a une grande différence de qualité entre les outils de mon atelier. J'ai une presse de 25 tonnes parmi les meilleures du marché, mais je me contente aussi de 3 serre-joints pour tous mes collages. Un meilleur système de serrage serait bien à avoir, mais ça ne changerait pas vraiment la qualité du collage. D'accord. Je crois n'avoir montré que des manches de couteau de chef fait rapidement sur ma chaîne. Jamais un manche totalement rond. Il me semble un peu tôt dans ma carrière pour affirmer avoir un style distinct. Mais si je devais lister les éléments qui définissent mes couteaux, le manche rapide en ferait partie. J'ai l'impression qu'il est encore plus important de marquer une ligne centrale sur les manches arrondies que sur les manches rapides. Parce qu'avec les manches arrondies, une fois que vous commencez à casser les angles, il devient difficile de trouver une surface que vous pouvez utiliser comme point de référence. Je n'utilise jamais de petits accessoires à roues, ni pour meuler la lame, ni pour façonner le manche. J'ai l'impression que lorsque j'ai commencé la coutellerie, je n'avais pas beaucoup d'outils pour la meuleuse. Donc ma façon de meuler s'est un peu adaptée à ce manque d'outils. Et maintenant que j'ai effectivement des accessoires petits à petits trous, il m'est en fait difficile de commencer à les utiliser parce que ça me semble tout simplement inutile. C'est l'étape du meulage du manche où je me débarrasse enfin de toutes ces marques sombres sur la mitre. Habituellement, je façonne mes manches sans point d'arrêt précis, mais pour cette lame, il y en a un minimum. Ces marques sombres doivent avoir complètement disparu du manche. Je pense qu'il y a un gros changement que je dois apporter à ce manche. Si le manche est entièrement arrondi, cette facette n'a pas de sens. Donc je pense que je vais essayer de relier la lame au manche de façon fluide pour qu'il n'y ait pas de ligne ici. Le coutelier qui a le plus influencé mon style de manche, voire de lame, est bien sûrement Mareko Mamazi. Je n'ai jamais étudié avec lui et ne l'ai rencontré qu'une fois, mais j'ai passé des heures sur son Instagram à admirer l'harmonie de ses manches et le soin de chaque détail. La bande que j'utilise ici s'appelle une bande festonnée. Les côtés de la bande sont meulés selon un motif ondulé, ce qui me permet de poncer l'intérieur des angles sans craindre que le côté de la bande ne creuse dans ses coins. Beaucoup préfèrent les bandes Gflex grain 220 ou 400, mais je trouve les bandes festonnées bien meilleures pour ce travail. À ce stade, mon tranchant faisait 3 à 5 millièmes de pouce d'épaisseur. Mais je voulais tenter l'affûtage à zéro avant le ponçage manuel, une première sur un couteau de chef. Techniquement, c'est un peu une arme à double tranchant, parce que si je passe au ponçage manuel du couteau et que je me coupe, la coupure sera beaucoup plus profonde que si je ne faisais pas ça, mais la géométrie du tranchant sera bien meilleure. Vous savez, cette lime n'est jamais utilisée comme une lime, elle sert uniquement de support pour mon bâton de ponçage manuel, alors je vais simplement me débarrasser de la lime. Je vous garantis que si un atelier d'usinage découvrait que j'ai fait ça, ils me mettraient sur leur liste noire. Le ponçage manuel de cette lame est différent car elle est bien plus petite que le couperet poncé la semaine dernière. En fait, moi j'avais hâte de poncer à la main et de voir le progrès sous mes yeux. C'est la partie de la lame qui a pris le plus de temps à poncer à la main, c'est-à-dire la transition entre la mitre et la lame. Je ne l'ai pas entièrement nettoyée à la meuleuse, alors j'ai ajusté la géométrie avec du papier de verre.
Le produit que vous m'avez vu pulvériser s'appelle du film fluide. Le film fluide agit comme un revêtement protecteur. Donc quand je retourne la lame et que je la pose face contre le bois, elle ne rouille pas instantanément. En ponçant à la main des lames avec renfort et manches en bois, j'ai appris qu'on ne peut pas poncer directement la transition. Le bois disparaît beaucoup plus vite que le métal, donc si vous poncez cette transition, vous obtiendrez une sorte de différence de profondeur. J'ai presque oublié de dire quelle vidéo j'ai vue en ponçant la lame. Je pense avoir revu toute la série où Alex s'installe dans son atelier du Montana. Je l'ai déjà vu plusieurs fois, mais c'est toujours satisfaisant de le voir aménager un atelier neuf avec tous ses outils. Ma technique de ponçage à la main était un peu étrange pour cette lame. Plutôt que de poncer toute la lame à la main jusqu'à 600 grains, puis de faire le manche, j'ai un peu alterné entre la lame et le manche, en passant de l'un à l'autre jusqu'à ce que j'obtienne les deux à 600 grains. Toujours dans le thème du manche arrondi, j'ai aussi arrondi totalement le dos de la lame. Je casse généralement les arêtes, mais j'ai pensé que prolonger la rondeur du manche sur le dos de la lame serait plus esthétique. Pour préparer la marque du fabricant à être noircie avec du brunisseur pour arme, je nettoie en fait l'intérieur de la zone gravée avec un tampon de ponçage grain 5000. En théorie, cela permet de nettoyer l'acier un peu mieux que si j'utilisais simplement de l'acétone. Ma marque de fabricant étant gravée et noircie, je peux maintenant penser à la gravure de la lame. J'utilise le fil pour plonger et sortir la lame du percherure, car mon réservoir mesure environ 1,21 m de haut. Ce que j'utilise pour nettoyer ma lame avant de la graver, c'est en fait simplement du liquide vaisselle ordinaire. J'ai essayé d'utiliser des dégraissants et de l'acétone, mais il laisse toujours des petites taches. Le liquide vaisselle m'a toujours laissé une finition impeccable à chaque fois que je l'ai utilisé. Ça ne va pas tomber dedans, n'est-ce que pas? D'accord, je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Voyons voir. Ouah. Attends, c'est vraiment une tempête de feu, littéralement un maelstrom, je ne sais même pas ce que ce mot veut dire, mais regarde ces spirales, putain. Évidemment, PSE, ma réaction montre que je ne m'attendais pas à ce motif. En général, quand je ponce, j'imagine le rendu final, mais pour cette pièce, je ne voyais rien du tout. Qu'est-ce que t'as, cousin? En observant bien le motif, tu peux deviner l'apparence initiale de la barre avant qu'elle soit tordue. Ici, des dolots écrasés provoquaient une série de mini-explosions visibles sur le bord et la colonne vertébrale. Après avoir poncé au grain 2500 et nettoyé les transitions avec une éponge grain 5000, j'ai entamé le second cycle de gravure. La seule différence entre le premier et le deuxième cycle de gravure est d'indiquer que le second suit le premier. L'un des effets secondaires de la gravure avec du perchlorure de fer est qu'elle creuse réellement de la profondeur dans le matériau. Et parfois, si le tranchant est trop fin, on peut en fait graver de petites dentelures sur le bord, et ce n'est pas ce que je voulais. J'utilisais le bout de mon ongle et je le faisais glisser le long du tranchant de la lame pour m'assurer que le bord était toujours plat, et heureusement, c'était le cas. Parfait.
Est-ce que c'est trop? Avec la solution de café prête et maintenant la lame propre, il était temps de laisser la lame tremper dans le café pendant 3 heures complètes. Très bien, 3 heures après. Oh oui! Et regarde ce contraste. Ça, c'est vraiment une tempête de feu. Mettons un peu de ça ici. Cette fine couche d'huile devrait permettre à cette gravure au café de rester de façon permanente. Si j'utilisais un chiffon de polissage sur la lame, juste après la gravure au café, cela enlèverait en fait une partie de la gravure. Donc cette huile était vraiment très importante. Mais oui, après un coup de chiffon et un lustrage sur le manche. La lame a terminé. J'espère que vous avez aimé voir la fabrication de ce couteau de chef en Damas Firestorm et apprécierez les images de présentation. J'ai besoin de la chaise. Après avoir écarté Marlowe de ma chaise d'affûtage, il restait à donner à la lame son tranchant final. Le tranchant étant déjà presque à zéro, je n'ai pas utilisé le grain 400 et suis passé directement à la pierre à eau chaussera-grain 3000. L'une de mes méthodes préférées pour vérifier si le couteau devient vraiment tranchant, c'est de le faire glisser sur le côté de mon ongle. Si je laisse tomber la lame et qu'elle accroche sur mon ongle, alors je sais qu'elle est au moins correctement affûtée. Si certaines parties de la lame glissent sur mon ongle sans accrocher, alors je sais exactement quelle zone je dois cibler quand je retourne à la pierre. Regarde comme ce micro-biseau est tout petit, on peut à peine le voir de chaque côté. Ce devoir de maths est de 2014. Il est temps qu'il disparaisse.